Rebonjour à tous, je filme cette vidéo juste après avoir fini de terminer de filmer la vidéo d'avant parce que j'ai envie de tout enchaîner, j'ai envie de parler de tout à la fois. Mais j'ai pas envie de faire en sorte que les vidéos fassent trop de temps les unes après les autres, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez, à la vitesse que vous voulez, si ça vous intéresse. Euh, du coup, j'ai parlé de Luis Enrique, j'ai parlé de Nasser, j'ai parlé de Luis Campos, et j'ai parlé de la physionomie du match équipe face à équipe. Maintenant, j'ai envie de parler des joueurs. En commençant par ceux du PSG parce que il y a énormément d'histoires qui viennent de s'écrire sur cette finale-là. Et c'est tellement intéressant d'essayer de les analyser et de décortiquer un peu comme un film, regarder les, les caractères, les personnages, ce que ça veut dire à chaque nouvel épisode, on va dire. Et cet épisode-là est très important, c'est l'épisode final de cette saison de Ligue des Champions. Il y a tant à dire et je vais y aller petit à petit en commençant par Savonov. Savonov, tu vois, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la manière incroyable comment on a su réaliser à quel point ce mec-là était fort en fait. Parce que déjà contre Donnarumma, il a failli lui taper sa place contre le Bayern. Bon, malheureusement pour lui, c'est pas passé comme prévu. Il a fait une sortie un peu bizarre contre le Bayern l'année dernière. Et Donnarumma a retrouvé sa forme juste après. Mais là, ça y est, il a pu nous montrer tout son talent, il a pu nous montrer son importance avec la concurrence de Donnarumma l'année dernière et pourquoi c'était important d'avoir un Donnarumma top pour qu'il puisse garder sa place parce que le jour où il est parti, c'est Savonov qui a pris sa place alors que Chevalier était prédestiné pour lui prendre et il a fait une Ligue des Champions de monstre au mental, à l'agressivité. Et je vous dis un truc, et je pense que les matchs qui ont été joués contre Arsenal en sont un parfait exemple. Les matchs contre Arsenal, qui est une équipe super forte, euh, au coup de pied arrêté, qui sait tellement bien gérer la surface dans ces moments-là, eh bien, je me trouve bien plus serein d'avoir un Savonov dans les cages face à une équipe comme ça qu'un Donnarumma. Parce que même si Savonov n'est pas capable de faire les mêmes parades magnifiques que Donnarumma est capable de faire, euh, il est bon dans un tout autre domaine, mais qui est aussi important. Il annule les chances avant même les parades. T'as l'impression qu'il a jamais vraiment besoin d'en faire des très grosses. Déjà parce que la défense est encore plus rodée, mais aussi parce que il sort tout le temps. Il sort tout le temps les ballons. À chaque fois il y va. Là encore aujourd'hui, il s'est pris un coup à la tête en sortant sur une balle très 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 dangereuse pour Arsenal, l'une des seules qu'ils avaient sur ce match-là. À un moment, où on aurait pu prendre le 2-0. C'est le mec qui rassure. C'est le mec qui rassure. Le mec rassurant. C'est pas le mec qui, en un contre un, tu vas te dire, il va te sortir de la merde. Mais c'est ce mec-là qui te met jamais dans la merde. Tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, alors le but de Havertz, il est très bien pris, il est très bien tiré. C'est l'expérience d'Havertz, il a super bien joué le coup. Moi, je lui en veux pas trop là-dessus. C'est juste un choix, tu vois, de pas sortir et de couvrir son premier poteau de la manière qu'il peut, en laissant que l'espace au-dessus de sa tête pour pouvoir être marqué. Bon, il l'a exploité. C'est un choix, il faut prendre des risques quand on est gardien. Moi, je pense pas que c'est un mauvais choix tant que ça. En plus, sur la séance de tir au but. Alors oui, il a pas arrêté de tir au but directement, mais je pense que son passé avec les tirs au but, je pense que tout le monde a vu comment il en a sorti 4 de suite en Coupe intercontinentale et nous a encore offert un trophée de cette manière-là. Je pense que les joueurs d'Arsenal viennent en sachant qu'ils n'ont pas encore l'expérience d'avoir gagné la Ligue des Champions dans cette séance de tir au but et ils font face à un mec qui s'est confirmé comme étant très 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 bon au tir au but et du coup ils sont forcés à essayer de chercher les angles les plus difficiles à aller chercher pour pouvoir marquer et ça cause les ratés. Eze, il a dû tellement essayer il a essayé de trop la mettre à gauche. Gabriel, quand Savonov commence à partir de son bon côté, t'as l'impression que du coup il se dit bon, il faut que je la lève au tout dernier, à l'ultra seconde, la milliseconde qui se passe avant qu'il touche le ballon et qu'il la frappe. Et pour moi, qui cause le fait que Gabriel la fasse voler. Donc Savonov, respect, encore une fois, c'est la Ligue des Champions que tu viens de gagner là, elle est méritée à 100%.
T'as pas été le meilleur gardien du monde en termes de talent. Pour moi, Raya a été le meilleur gardien du monde. Ça, on va en parler. Mais euh, tu as fait le boulot qu'on t'a demandé dans une équipe qui cherchait à gagner la Ligue des Champions. Et tu as fait le boulot de gardien. Et si tu continues comme ça, si tu continues à empiler la Ligue des Champions, un peu comme la Keylor Navas à l'époque, qui était tellement... Même Keylor Navas était plus fort que lui. Donc c'est peut-être pas forcément un bon exemple. Mais à sa manière, Keylor Navas, il a écrit l'histoire du PSG pardon, du Real Madrid en continuant euh, d'accumuler les Ligues des Champions, en fait et d'être un élément majeur parce que Savonov a été un élément majeur, pas aussi important que Donnarumma parce qu'il avait eu moins la chance de se montrer que Donnarumma, Savonov, quand vu que la défense du PSG a été bien mieux rodée et que le PSG a dominé la plupart de ses matchs en phase finale de Ligue des Champions. euh, voilà, même aujourd'hui, Arsenal a tiré qu'une fois en 120 minutes, a tiré qu'une fois sur le cadre. Et bon, c'est un but, c'est vrai. Mais il n'a pas été mis en danger autant que Donnarumma. Donnarumma a dû se montrer beaucoup plus quand on a gagné notre première Ligue des Champions. Là, c'était pas le cas. Mais il a fait son taf. Et on le garde tant qu'il fera son taf. Il n'y a rien à dire. Franchement, Savonov, il n'y a rien à dire. On t'aime beaucoup. On aime le charisme que tu as aussi. Parce que on sent que tu es un mec important dans ce vestiaire. On sent qu'en plus, il est marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image en match de Ligue 1 où il fait une blague avec la bouteille d'eau sur l'un des membres du staff du PSG. Euh, et puis tu sens que ce mec-là est un caractère dans cette équipe. Et il faut qu'un gardien soit un caractère dans une équipe. Il faut qu'il soit aimé et il faut il te rassure, mais il faut aussi qu'il soit... Les gardiens, ça doit toujours être des mecs uniques, des mecs différents, des mecs... Ils ont un rôle particulier dans une équipe, donc leur personnalité doit être différente des autres aussi. Et lui, c'est le cas, et de la plus belle des manières. Donc Savonov, j'adore. Bravo, monsieur. Hakimi, tu ne reçois pas la, les mérites que tu dois recevoir. Je t'avoue que, déjà, pour moi, le ballon d'or l'année dernière, le fait que tu sois pas top 5, c'est un choc. Un choc. Et là, encore aujourd'hui, tu as fait 6 passes décisives dans cette période de Ligue des Champions. Alors que tu as loupé énormément de matchs, vu que tu as eu deux grosses blessures dans cette saison. Et il sort quand même en étant le latéral le plus décisif de cette Ligue des Champions. Encore une fois. Et comment, à partir de quand on va arrêter de banaliser ça? À partir de quand on va arrêter de banaliser ça? En plus, il fait tellement bien son travail défensivement aussi. Alors, oui, il peut y avoir des actions qui peuvent se passer sur son côté, vu que il y a des fois où il monte super haut, du coup. Marquinhos est laissé un peu en 1 contre 1 face à l'ailier gauche. Mais c'est voulu, c'est voulu, c'est voulu. Et dans les phases où on a défendu à 4 derrière, dans cette phase de Ligue des Champions là, où il a fallu le faire, eh bien Hakimi a été irréprochable. À chaque fois que Hakimi était en 1 contre 1 face à un adversaire direct à un ailier, il ne perdait jamais. Il ne perdait jamais. Et il n'a jamais perdu encore aujourd'hui. Et il a jamais perdu toute cette Ligue des Champions. C'est le meilleur latéral droit de sa génération, ce mec. C'est le meilleur latéral de sa génération. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Comment est-ce que tu peux avoir un impact si fort sur une équipe en tant que latéral droit, s'il vous plaît? C'est pas possible. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Nuno Mendes aussi, d'une manière totalement différente. Enfin, pas si différente que ça, mais d'une manière différente. Mais qui est aussi clinique? Je me rappelle pas de la dernière fois qu'une équipe adverse avait aussi peur d'un latéral quand il montait comme ça. Je me rappelle pas. Alors il y avait Marcelo sans doute. Marcelo, Dani Alves, sans doute. Franchement, hein, à part eux, il y avait qui? Alors oui, il y avait Trent qui savait mettre des passes magnifiques, mais Hakimi sait très bien les faire ça aussi. Hakimi, il a toutes les armes à son arc. Il a toutes les cordes à son arc. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est le joueur parfait. C'est un joueur parfait, surtout pour ce PSG-là. Et surtout pour le football moderne qui est aujourd'hui, parce que ce mec-là fait des allers-retours tout le match, il fait des allers-retours à la longueur du terrain. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde. Et encore une fois, il mérite un classement super élevé au Ballon d'Or. Bon, après, la Coupe du Monde va jouer énormément, mais le Maroc est capable de faire quelque chose de très gros en Coupe du Monde cette année, hein. Très gros. C'est la meilleure équipe africaine avec le Sénégal. Et ces équipes-là, il ne faut pas les sous-estimer, hein.
pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, ces deux-là, là, elles font peur. Moi, je vous dis, elles font tellement peur, ces deux équipes-là. Et le Maroc d'Achraf Hakimi, en tant que latéral droit, s'il vous plaît, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Et moi je pense qu'ils vont mettre une sacrée leçon de foot au Brésil. Et ça, on verra bien, mais en tout cas, ils en sont vachement capables. Le Maroc part favori face au Brésil dans leur match. En tout cas, moi c'est mon avis, hein. Le Maroc part favori grâce en grande partie qu'ils ont Hakimi. Et ça, c'est une réalité. Monsieur, moi je vais pas arrêter de parler de toi parce que tu es trop fort. Tu es le meilleur à ton poste depuis Alves, depuis Dani Alves. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et là, t'as empilé 3 Ligues des Champions, mec, hein. 3 Ligues des Champions. 3 Ligues des Champions. Il a joué pour le Borussia Dortmund, pour le Real Madrid, pour l'Inter de Milan et pour le PSG, pour le meilleur PSG de son histoire. J'ai plus les mots pour ce mec-là. J'ai plus les mots pour ce mec-là. Euh, alors, de toute façon, je vais pas avoir les mots pour beaucoup de ces mecs-là. Marquinhos est devenu le mec le plus emblématique, le Brésilien le plus parisien de l'histoire, l'étranger le plus parisien de l'histoire. C'est un Parisien. C'est un Parisien brésilien comme vous voulez, mais c'est un Parisien. Il a tout vécu. Il a tout vécu. Et il est resté. Il n'a pas bougé. Il n'a jamais lâché sa déclaration d'amour pour ce PSG-là. Alors qu'il a dû faire face à des périodes très, 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 très difficiles. Très, très difficiles. C'est l'émotion, ce mec-là. C'est l'émotion, c'est l'âme de ce PSG-là. Il n'y a aucun débat sur qui est le capitaine dans cette énorme équipe du PSG. Et ça se voit que c'est un mec magnifique, c'est un mec superbe. Le fait qu'il vient consoler Gabriel après son tir au but marqué, alors qu'il vient gagner sa deuxième Ligue des Champions de son histoire. Et il n'y avait personne de plus que Marquinhos qui voulait cette Ligue des Champions au PSG. Il n'y a personne de plus. C'est lui qui le mérite plus que n'importe qui dans cette équipe-là. Même plus que Enrique. Il a tout fait pour ce club. Il a tout fait pour ce club. C'est l'émotion, Marquinhos. Et en plus, sans parler d'émotion, t'as fait une vraie, vraie, vraie campagne de Ligue des Champions, Marquinhos. Il a fait une vraie. Là, l'année dernière, c'était peut-être le mec que tu disais, c'était pas forcément le meilleur à son poste, alors que tous les autres, c'est les meilleurs à leur poste dans cette équipe-là. Mais par contre, Marquinhos, là, par contre, il rentre dans les vrais débats. Là, je suis désolé, là, on peut plus utiliser. Ouais, Marquinhos, c'était peut-être le mec euh, un petit peu se chercher encore. Là, non, pas du tout. Dans cette équipe-là, c'était un point fort. Le match qu'il a fait contre Liverpool, là, c'est n'importe quoi. Le match qu'il a fait contre le Bayern au retour, c'est n'importe quoi. C'est le comportement de capitaine ultime, ce mec-là. Et là, c'est le meilleur capitaine du monde. Marquinhos est le meilleur capitaine du monde. C'est un poste en ça tout entier. Le poste de capitaine est un vrai poste dans le football. Et c'est le meilleur capitaine du monde à l'heure d'aujourd'hui. C'est le meilleur. Et c'est le mec qui nous fera rêver à tout jamais. C'est le mec qui te donne la meilleure leçon de vie du monde. Ce mec-là, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais quitté. Et ce qui le revient de droit est enfin là. Deux Ligues des Champions, mec, t'en mérites 3 ou 4. T'en mérites 3 ou 4. Va aller chercher ta troisième Ligue des Champions de suite. Va fermer les bouches à tout le monde. Va fermer les bouches à tout le monde. Il n'y a personne qui le mérite de plus que toi. Va le faire, va le faire. Et si tu gagnes la Coupe du Monde, euh, on ferme les bouches, hein. Bon, ils partent pas favoris. Mais bon, on sait jamais. Alors, maintenant, Pacho. Euh, c'est dur de trouver les mots, hein, pour des joueurs comme ça, hein. C'est dur, hein. Franchement, comment est-ce que tu peux te. Je veux dire, je vais me répéter en fait. Je vais me répéter. Le match contre Liverpool, c'était l'homme du match. Le match contre le Bayern, le retour, c'était l'un des hommes du match. Non, c'était l'homme du match. Euh, Là encore, il aurait pu l'avoir, ce trophée d'homme du match. Il aurait pu l'avoir. Lui, Neves et Vitinha, ils auraient pu tous les trois les avoir.
Même pour moi, Kvaratskhelia aurait pu postuler à ça aussi. Pacho, c'est dingue comment ce mec-là est sous-estimé à un niveau de. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Parce qu'en matière de défenseur, il n'y a pas mieux au monde, hein. Je suis désolé. Il n'y a pas mieux au monde. Il n'y a pas mieux au monde. Alors, je peux entendre les débats avec les deux centraux d'Arsenal, si vous voulez. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'ils sont très forts. Ils m'ont vachement frustré aujourd'hui encore. Et Saliba a été exceptionnel. Il a fait des dribbles, deux trois dribbles sur des joueurs alors il était pressé. Et en plus, il a tellement tenu la baraque défensivement. Gabriel a fait un très bon match, a fait un super tacle sur une action parisienne juste après qu'ils aient encaissé le but. Et alors oui, il rate un penalty, mais bon, moi, dans l'estime d'un joueur, je le compte pas vraiment ça. En termes de niveau, ça, je le compte surtout pour un défenseur, je le compte pas vraiment ça. Tu vois, pour un attaquant, oui, mais pour un défenseur, en tout cas un peu moins. Tu vois, c'est pas ça qui compte vraiment. Tu vois, et Pacho, il a pas tiré un penalty. Et on s'en fout. Lui, il est pas là pour. C'est pas son rôle. Il est pas là pour ça. Lui, il est là pour protéger son but. Savonov a eu la saison la plus tranquille qu'un gardien puisse avoir dans une situation pareille au PSG, grâce à Pacho. Tout simplement. C'est le meilleur central du monde. Et le PSG prend énormément de risques. Énormément de risques. Et lui, il est toujours là pour couvrir. En plus, il défend de manière totalement différente. Il sait tellement bien couvrir la profondeur. Il sait tellement bien monter quand le 9 adverse joue en faux 9 et lui prendre la balle très haut sur le terrain. Tellement de récupération de balles hautes sur le terrain que le PSG a pu utiliser que pour marquer des buts viennent de Pacho. En plus, à la relance, il est impeccable. Impeccable. Il rate jamais une passe. À chaque fois qu'il y a. En plus, il est capable de transpercer des lignes. Le but qu'on met à l'extérieur face au Bayern, c'est Pacho, hein. C'est Pacho. Il récupère le ballon et il fait une passe magnifique à Fabien Ruiz, à Kvaratskhelia qui peut faire une 2 avec Fabien Ruiz. Et je crois qu'il casse deux lignes hein, quand il fait ça. C'est le défenseur parfait. C'est le défenseur parfait. En plus, c'est l'humain ultime. Ce mec-là, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Ce mec-là, c'est comme à la Kanté, c'est comme à la Warren, c'est comme à la Modric. Ces mecs-là, tu ne peux pas ne pas les aimer. Leur sourire, leurs larmes, elles sont trop contagieuses. C'est, c'est Pacho. Pacho est le meilleur défenseur central du monde et l'un des meilleurs joueurs de foot du monde. L'un des meilleurs. Nuno Mendes, match de porc! Porc! Oh là là, Nuno Mendes! Comment tu peux m'expliquer qu'un milieu aussi défensif puisse se faire transpercer de la même manière que Nuno Mendes fait à tous les petits milieux de terrain au monde? Je veux dire, deux, trois fois encore aujourd'hui, il a pris le ballon, il a poussé le ballon pour évasser son adversaire direct, il a continué, il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. C'est un latéral gauche, les mecs. Et en plus, en tant que matière de latéral gauche, il a poké de Saka. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Nuno Mendes est un génie. Est un génie. Il y a personne qui est capable de faire ce qu'il fait. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu un latéral juste normal en finale de Ligue des Champions face à un bloc aussi défensif être tellement confiant qu'il peut commencer à pousser la balle et commencer à courir, faire tout le terrain, traverser deux trois lignes comme ça tranquille, tranquille. Alors qu'il est latéral gauche et que s'il perd la balle, c'est un risque immense. Mais non, il le fait quand même, il s'en fout et il le réussit tout le temps il s'en sort. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est unique. C'est unique. Nuno Mendes, c'est générationnel. Générationnel. En plus, il peut te mettre des coups francs magnifiques. Il peut te mettre des passes de fou. Et il est rapide. Il est plus rapide que tout le monde. Donc dès qu'il est mis en profondeur, c'est terminé. Et il a une finition incroyable en plus de ça. Et un calme devant le but. Bon, il n'a pas pu être montré face à Arsenal, forcément. Mais contre Aston Villa, le petit crochet là, sur le gardien, sur Rémi Martinez, hop, il l'envoie chier. Il envoie tout le monde chier, Nuno Mendes. Il met des feintes à tout le monde alors qu'il est défenseur gauche. Il met des feintes au gardien carrément. Moi, Nuno Mendes, j'ai plus les mots. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire. En plus, c'est le mec ultime, les attaquants droits. Il y en a peut-être un qui peut sortir d'un match important face à Nuno Mendes et dire ouais j'ai fait un bon match face à Nuno Mendes. Et encore c'était un duel 50-50, c'était Olysée et c'est tout. C'est tout. C'est tout.
Alors, il y a eu un très jeune Lamine Yamal aussi qui a fait mal à Mendes, mais depuis que Mendes s'est concentré sur son aspect défensif, il n'y a plus personne qui le passe. Il n'y a plus personne qui le passe. C'est le meilleur latéral gauche du monde. Ça, il n'y a pas de débat, mais les débats doivent aller bien plus loin que ça pour Nuno Mendes. Parce que là, il est en train d'écrire une génération. Il est en train d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est en train d'écrire l'histoire du football. T'imagines être un latéral, une doublure, Hakimi, Mendes, ils vont back to back en Ligue des Champions. En plus, avec l'apport tel qu'ils ont, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nuno Mendes, il a passé tout le monde encore aujourd'hui. Il a fait un sans faute. J'ai plus rien à dire sur lui. Franchement, c'est. Je vous laisse parler de Nuno Mendes dans les commentaires. Je vous laisse y aller. Allez-y. Allez-y. Nuno Mendes, c'est trop fort. Allez-y. Vitinha. C'est l'émotion, hein. Franchement, moi j'adore. Quand tu aimes un joueur comme lui, c'est. Il te déçoit jamais. Il te déçoit jamais. Alors, aujourd'hui, il sort avec le trophée d'homme du match. Il a fait 140, 150 passes, je crois, réussi sur ce match-là. Donc oui, mérité. Même si pour moi, il y a eu des rôles plus importants qui ont été joués par d'autres joueurs sur ce match-là. Je pense surtout à Joao Neves. Mais dans son rôle, Vitinha a encore été le meilleur. Encore été le meilleur. Odegaard, qui soi-disant est censé être cet homme-là pour Arsenal, être le mec qui est capable de calmer le jeu, de l'orienter, de pouvoir garder la balle pour Arsenal, a été incapable de le faire. Je crois j'ai vu des stats qui étaient effrayantes. Je crois qu'il a mis quoi? 6 passes sur 12. Il a réussi 6 passes sur 12 sur un match entier sur 120 minutes. Alors que Vitinha est sorti à la 85e minute. Ah non, mais je crois que, ah non, je crois qu'Odegaard aussi est sorti. Mais en même temps, c'était. Mais Vitinha est sorti parce qu'il avait des crampes, je crois. Et, euh, et Vitinha sort un match de fou. Encore une fois. Et de toute façon avec Vitinha, en vrai, on n'est jamais déçu. Et c'est pour ça que c'est tellement magnifique. Moi, c'est mon joueur préféré. Et avoir ce joueur-là comme joueur préféré, c'est un sentiment magnifique. Parce qu'il déçoit jamais et il est capable de te faire rêver. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué son but à la toute fin là. Ce but-là, normalement, Vitinha, il te le met 3 fois sur 4. 3 fois sur 4, il te le met ça. Même en finale de Ligue des Champions. Même en finale de Ligue des Champions, il est capable de te le mettre. Il a un sang-froid magnifique. Oh, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas. Il aurait fermé la bouche de tout le monde. Plus personne n'aurait dit que Vitinha n'est pas indiscutablement le meilleur milieu du monde. Et là encore, il sort d'une deuxième finale de Ligue des Champions où il est le meilleur joueur sur la pelouse. Alors, le trophée d'homme du match. Alors c'est marrant parce que le trophée d'homme du match de Douai l'année dernière, moi je l'aurais donné à Vitinha. Et celui de Vitinha cette année-là, je l'aurais peut-être pas donné à Vitinha au final. Mais ça te montre quand même ça te montre quand même que ce mec-là, il est capable d'être toujours aussi fort à tous les matchs, peu importe l'importance du match, il va jamais rater son match, Vitinha. Va jamais rater son match. Joao Neves, en termes de ne va jamais rater son match, pareil. Pareil. Même là, aujourd'hui, limite plus fort. Limite plus fort. C'est l'homme du match du PSG pour moi aujourd'hui, Joao Neves. C'est l'homme, il fait rien de mal en fait. Tous les tacles. Il a fait combien de récupérations il a fait combien de récupérations, Joao Neves? Odegaard, qui est censé être son adversaire direct, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu du tout. Et en plus, il s'est montré avec le ballon. Franchement. Et il a fait des récupérations aériennes en plus. Il a fait plein. Et on parle d'Arsenal là, hein. Les mecs, ils font tous 2 mètres. Ils font tous 2 mètres. Et c'est Joao Neves qui gagnait ses duels. C'est Joao Neves qui gagnait les duels de la tête. Moi, franchement, c'est irréel, Joao Neves. C'est irréel. C'est pas, on pouvait pas imaginer qu'un mec puisse faire ça. C'est un surhomme. Ce mec-là est dopé. Ce mec-là est dopé. Ce mec-là n'est pas normal. Ce mec-là est un fou furieux. Un fou. Comment ça, tu gagnes des duels de la tête face à des Gabriel, alors que ce mec-là est réputé pour être l'un des meilleurs joueurs au monde de la tête. Il fait 1m74. 1m74. Même moi, je suis plus grand que lui. Ah là là. C'est drôle, hein. Non mais franchement, c'est limite. Non mais ça en vient tellement en ridicule que c'est drôle en fait. C'est drôle. Non mais franchement. Ce mec-là est cheaté.
Ce mec-là est cheaté. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe. Je tourne en rond sur Neves, mais c'est parce que ma tête tourne en rond en fait. Il y a pas les mots. Ce mec-là est en vrai, en termes de milieu, lui ou Vitinha, un meilleur milieu du monde. Choisissez, hein. Allez-y, allez-y. Vitinha, c'est mon joueur préféré. Et le consensus jusqu'à maintenant, c'est que Vitinha est le meilleur milieu du monde. Mais j'ai pas peur de dire que Joao Neves peut lui prendre cette place, hein, qu'on soit honnête. C'est d'un style différent, mais les deux meilleurs milieux du monde, ils jouent au PSG. Ils jouent au PSG. Alors, euh, Pedri pour le Barça est un milieu superbe, mais je pense qu'un Pedri au PSG ne pourrait pas montrer ce que Joao Neves est en train de montrer. Je suis désolé, parce que il y a deux facettes au jeu du PSG. Il y a deux facettes au jeu du PSG. Et Pedri est excellent, excellentissime, parmi les meilleurs au monde dans sa facette de jeu à lui. Par contre, dans l'autre facette du jeu, Vitinha et Neves sont bien au-dessus de lui, je suis désolé. Je suis bien désolé. Et l'autre facette du jeu est importante pour gagner deux Ligues des Champions back-to-back. C'est pas un hasard hein, que ce PSG a gagné deux Ligues des Champions back-to-back. Tout ça en jouant tout type de football, en réussissant toutes les phases du football. Ils ont géré toutes les phases du football. Ils ont géré leur phase offensive placée, leur phase offensive rapide, leur phase défensive placée et leur phase défensive rapide. Peut-être la dernière, ils ont peut-être juste raté ça sur un match. Juste contre le Bayern, les phases défensives rapides, ils se sont loupés dessus. C'est tout. Tout le reste du match, et ils ont pas pris beaucoup de buts, hein, le PSG. Hein. Ils ont pas pris beaucoup de buts. Donc, et puis surtout, les buts qu'on prend, t'as l'impression que c'est toujours la seule ou les deux seules actions qu'on prend, quoi. Tu vois, on concède pas beaucoup d'actions parce que ces milieux-là savent tellement bien gérer tous les temps. Et, et, euh, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu montrer toute notre facette du jeu en mettant Warren dans cette équipe qui démarre ce match-là. Parce que Warren, pour moi, doit démarrer devant Fabien Ruiz. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et euh, Warren a fait une meilleure entrée que Fabien a fait un match aujourd'hui. Fabien, quand il est sorti et que Warren est rentré, le PSG est devenu encore plus fort. Encore plus fort. Et je pense que Luis Enrique, s'il est malin, il l'aura vu ça. Et d'ailleurs, il me semble il en a parlé en fin de conférence de presse. Il a dit, je suis désolé pour Warren, il aurait mérité de gagner il aurait mérité de débuter ce match. Et oui, oui, pour moi, il aurait dû mériter, il aurait dû démarrer ce match-là, parce que il y a pas la même technique que Fabian, mais il y a beaucoup plus à son jeu. Il y a beaucoup plus à son jeu. Et la technique, il gère. Il fait pas grand chose de mal avec balle au pied, Warren Zaïre-Emery. Alors, il est peut-être pas capable de créer la brèche que Fabian est capable de faire, mais dans ce match-là, d'ailleurs, même presque tous les matchs, je suis désolé, surtout si tu mets Gvara à gauche, moi je mets quand même Warren Zaïre-Emery dans cette équipe-là. Et pour moi, ma décision a été faite. En vrai, c'est toujours 50-50 dans le monde. Moi, je peux comprendre que tu peux mettre l'un ou l'autre. Avoir choisi Fabian, ça m'a pas plu, mais c'était pas un scandale du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, c'était juste parce que j'aurais voulu voir Warren, plus que ne pas voir Fabian. Euh, mais selon moi, voilà. En fait, ma tête a toujours été. Même quand Fabian Ruiz faisait la saison qu'il a fait l'année dernière exceptionnelle, je me suis toujours dit Warren est un meilleur milieu de terrain que Fabian Ruiz, même si il ne fait pas il fait pas le même niveau de match et du coup, pour l'instant, Warren, en tout cas à l'époque, Warren ne devait pas démarrer avant Fabian, normal. Mais je savais un jour le débat allait être là et je savais et moi maintenant je suis assez convaincu que Warren prend la place de Fabian dans ce milieu de terrain. En tout cas moi c'est mon avis, mais je peux comprendre que d'autres n'aient pas cet avis-là. Fabien Ruiz, malheureusement, n'a pas très bien réussi son match. Malheureusement pour lui, ça a été difficile cette année pour lui. C'est une blessure qui s'est allongée tout le temps, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. En plus, c'était dans les moments clés. Et la saison dernière,
Enfin, le début de saison de Fabien Ruiz, vu qu'il y a eu beaucoup de blessures autour de lui et que tu avais l'impression qu'il était cuit, il a pas réussi. Il a pas réussi non plus sa première partie de saison. Et d'ailleurs, Warren l'avait bien mieux réussi que lui. Et en plus de ça, il s'est blessé alors que Warren a fait un super taf au milieu dès qu'il en avait besoin, quoi. Donc, année un peu moins bonne que celle de l'année dernière, mais Fabien Ruiz, ça n'enlève en aucun l'estime que j'ai sur toi. Voilà, c'est une année frustrante pour toi vu la blessure. T'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance sur cette année. Ta meilleure chance au monde, en fait, c'est que tu as été titularisé sur cette finale. Parce que pour moi, ça n'aurait pas dû être toi. Mais l'envie est là, le charisme est là, le jeu est là. À part deux trois. En vrai, le match de Fabian, à part trois quatre moments où il nous a un peu fait peur, en vrai, il était tellement dispo, il était tellement bon dans le jeu, il était tellement bon pour pouvoir évacuer le peu de pressing que Arsenal a fait. Respect Fabian, tu m'as quand même fait plaisir sur cette finale. Même si tu m'as aussi fait peur, mais bon, c'est normal, c'est une finale. Une toute petite erreur peut nous faire flipper. Ça veut pas dire que que t'as fait un truc v'là grave en vrai. C'est juste que c'est une finale et qu'on a tous peur dès que quelqu'un perd un ballon, c'est normal. Kvaratskhelia est l'homme de cette Ligue des Champions. Kvaratskhelia est le meilleur joueur du PSG en Ligue des Champions cette saison. En tout cas, l'un des meilleurs. Après, en tout cas, le meilleur attaquant, ça c'est sûr. Euh, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il atteigne ce niveau-là. Je vous avoue, moi je me suis toujours dit, Barcola peut toujours le faire courir après parce que Barcola a un skill set à lui tout seul qui est différent aussi, s'il trouve la finition. Mais en vrai, là, il y a plus de marge. Je suis désolé, Barcola, je suis désolé, Bradley, hein. Mais Kvaratskhelia, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est rien contre toi, hein. Mais Kvaratskhelia, c'est trop fort. C'est trop fort, Kvaratskhelia. Il a pas fait. Il a eu un match très frustrant aujourd'hui parce qu'il a toujours été pris à 3 4. Il pouvait pas faire grand-chose. Mais la seule fois où il avait un moment pour pouvoir faire quelque chose, il a fait quelque chose. Il a fait un une de magnifique. Il a obtenu le penalty. Et c'est ça les grands joueurs. C'est quand tu as 3-4 joueurs sur toi, tu arrives quand même à laisser ton empreinte sur ce match, sur un match important comme celui-là. Et c'est ça la beauté de cette équipe, c'est que quand une équipe commence à se concentrer trop sur un joueur, eh ben il y en aura un autre qui finira par se montrer. Et du coup, ça fait en sorte que les équipes ne savent pas comment gérer tous ces talents à la fois. Désiré Doué a été très très bon aujourd'hui. Euh, il a vraiment créé du danger, créé la mèche, créé la brèche. J'ai beaucoup aimé Désiré Doué aujourd'hui. Il n'est pas récompensé par un but, par une stat ou je sais pas quoi, mais on s'en fout en vrai. Nous, les Parisiens, c'est ton match, on va s'en rappeler. On va s'en rappeler, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas, on va s'en rappeler. Et Dembélé qui. Alors aujourd'hui, Dembélé a été pas au niveau. Pas au niveau. Je m'attendais à ce que Dembélé soit plus en vue sur ce match-là, vu. Parce que pour moi, il y allait avoir un peu d'espace entre la ligne du milieu et la ligne de la défense d'Arsenal que Dembélé pouvait exploiter. Ce n'a pas été le cas et du coup je pense que le match de Dembélé en conséquence a été plus difficile, mais en tant que patron, en tant que leader, il prend le penalty important et il le marque. Et dans un match comme ça, un match aussi fermé, c'est plus c'est plus ça qui compte que la création d'occasion, tout ça. C'est le fait de mettre le ballon au fond. Dans un match aussi fermé, on avait besoin d'un but. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et ça, c'est bien plus important que tous les ratés que tu as pu avoir, les créations d'occasion. De toute façon, il fallait que tu prennes des risques. Tu as pris des risques, ça n'a pas coûté dans le jeu, c'est normal. Il y avait trop de monde dans la surface d'Arsenal. Il y avait trop de monde. Ils sont trop forts défensivement, ces mecs-là. T'as quand même pu. Voilà, pour moi, Dembélé a eu un rôle de sacrifice aujourd'hui. On lui donne le ballon, dès qu'on lui donne le ballon, on attend à ce qu'il crée quelque chose parce qu'on a du mal à créer quelque chose. Et il occupait les espaces pour pouvoir laisser les autres garder le ballon. Donc il avait le rôle ingrat pour moi, Dembélé aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que son match en soi n'est pas bon. Ça, je suis d'accord avec ça, je suis prêt à l'admettre, il n'y a pas de souci là-dessus. Il m'a quand même.
Voilà, il m'a quand même déçu sur le jeu, mais il m'a pas déçu sur la performance. Il m'a pas déçu sur la performance, pas du tout même. Et euh, le deuxième ballon d'or peut vraiment avoir lieu, mec, hein. Et n'aie peur de personne à cette Coupe du Monde, hein. Tu peux rivaliser avec tout le monde, hein. Tu peux rivaliser avec tout le monde. Tu es le meilleur joueur du monde, hein, sur ces 2 dernières années. Tu es le meilleur joueur du monde sur ces 2 dernières années. Tu mélanges le jeu avec le côté clutch. C'est magnifique, hein, Dembélé. C'est vraiment. Il y a tout dans son jeu. Il y a tout dans son jeu. Il n'y a juste pas le jeu de tête. Mais à part ça, il y a tout. À part ça, il y a tout. Voilà mes ressentis sur ces joueurs-là. Je tiens quand même à remercier Beraldo pour le travail qui a été fait quand il est rentré. Magnifique. Il a joué toutes les prolongations. Le PSG a joué les prolongations avec Zabarni, Ramos, Beraldo, je crois. Et les trois, ils ont fait une putain d'entrée. Les trois, ils ont super bien gardé le ballon. Les trois, ils ont. Alors, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, mais c'était pas leur rôle en soi. À part Ramos, mais bon, Ramos, il a fait le travail de chien, quoi. Tu vois, le travail de chien qu'on lui connaît. Et qu'il a très bien fait d'ailleurs. Mais les rentrées magnifiques. Les entrées magnifiques. En plus Beraldo met un super penalty. Ramos, pareil. Oh, magnifique le penalty de Ramos. Pardon, j'ai oublié de parler du penalty de Ramos, excusez-moi. Magnifique. Euh, Bravo, bravo à tout le monde. Vous avez fait une finale magnifique. Vos noms restent gravés à jamais dans l'histoire de ce sport, dans l'histoire de cette compétition, et pas que dans l'histoire du PSG maintenant. Et c'est ça la beauté de cette équipe-là. J'aimerais quand même parler un peu de ce que ça veut dire pour certains joueurs d'Arsenal, ça, parce que pour moi, pour moi, la hiérarchie dans Arsenal doit changer un peu. Raya est leur meilleur joueur. Leur meilleur joueur. Et c'est pas du coup pour, euh, pour essayer de critiquer Arsenal ni rien. C'est juste que Raya est trop fort en fait. C'est vraiment ça, ce mec-là est trop fort. Il a encore fait un match de port alors il est extrêmement attendu. Il a fait une super parade sur le penalty de Nuno Mendes. Et il y en a pas mal que j'ai vu dire ah il est mal tiré. Non, non il est pas mal tiré. Alors oui il est à mi-hauteur, oui c'est vrai. Mais à part ça il est super bien sur le côté, super bien tiré. C'est Raya qui fait une super parade. Euh, Raya est le grand gagnant Raya et Rice peut-être sont les deux seuls gagnants chez Arsenal et peut-être Saliba aussi. Ouais, Saliba aussi sont sont les trois gros gagnants dans l'effectif d'Arsenal de cette finale. Rice en plus a mis son penalty, il a porté ses couilles tout le match. Il a il a fait un bon match, il a fait des bonnes interceptions, il a été là, il a fait son rôle, hein, c'est un milieu défensif Rice, donc il a fait son rôle. Il n'y avait pas d'espace pour le PSG. C'est le rôle de Rice, il l'a très bien fait. Raya, impassable, 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 impassable. Et Saliba, béton et à la fois électron libre qui était capable de dribbler du monde. Enfin, n'importe quoi, Saliba. À part ça, les noms qui sont vraiment importants et dont on doit parler, c'est Odegaard, déjà. Odegaard, ça y est, moi je ne crois plus en ce mec-là. Je ne crois plus en ce mec-là. Euh, Est-ce que c'est la faute d'Arteta d'avoir. Et d'ailleurs, pour Saka, ça va être la même chose. Est-ce que c'est la faute d'Arteta des instructions de on reste bas, on reste bétonné, on fait que dégager? Peut-être, mais si tu as le talent que Odegaard est censé avoir, tu es normalement censé pouvoir garder la balle. Tu es quand même censé pouvoir euh, faire en sorte que ton équipe puisse donner, qui peut donner un peu d'air à ton jeu, tu peux te donner des solutions de passe, tu peux garder la balle assez longtemps pour pouvoir la passer à quelqu'un normalement. Une stat de quoi? De 23% de possession pour une finale, pour un joueur comme Odegaard, c'est une honte. C'est une honte. C'est une véritable honte. Euh, et c'est pas normal. Même si Arteta te demande de jouer défensif, toi tu dois être capable d'être le mec qui peut garder la balle et qui peut faire en sorte que Arsenal peut construire au moins lentement, si pas rapidement. Il a fait un non-match, on l'a pas vu. On l'a pas vu aujourd'hui, Odegaard. Euh, et dès que Odegaard, en fait, moi j'ai l'impression que Odegaard est bon que quand
la possession est assurée pour lui. C'est pas lui qui va t'assurer la possession en fait. Lui, il est juste là pour aider à la possession, mais c'est pas lui qui va te l'assurer. C'est pas comme Vitinha. Vitinha, il t'assure la possession. Quand il est là, tu sais que tu auras la possession, à part si c'est pas dans le jeu demandé. Et encore, euh, il te donnera des doses d'air, il te lancera quelqu'un dans le dos et il te gardera la balle quand il faudra la garder et quand on est vraiment mis en pression, tu vois. Odegaard, j'ai pas vu ça. Odegaard, il a fait que perdre la balle. Et quand il l'avait, parce qu'il l'avait pas beaucoup en plus. Odegaard, c'était un non-match. Non-match, et pour moi, ce mec-là doit perdre le brassard à Arsenal. Je suis désolé. Il y en a qui méritent plus que lui. Il y a Gabriel qui peut l'avoir déjà devant lui. Il y a Rice qui pour moi doit l'avoir. Pour moi, le capitaine de cette équipe, c'est Rice. C'est le mec qui en plus a le mental d'acier, le mental parfait. J'ai beaucoup aimé sa réaction de It's not over après cette défaite contre City en Première Ligue et ils ont fini par la gagner. Ce mec-là a un mental de fou. C'est un leader, Rice. Rice est un leader. Rice doit avoir le brassard de capitaine. Et tu peux le donner à Raya aussi. Tu peux même le donner à Saliba devant Odegaard. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et de la même manière que pour moi, Odegaard, même s'il ne doit pas perdre sa place de titulaire, il doit perdre son capitana. Pour moi, Saka doit perdre sa place de titulaire indiscutable. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce que quelqu'un a dit, je sais plus qui c'était, qui avait dit Saka ne doit plus être ton danger numéro un, le danger sur lequel tu comptes le plus pour pouvoir te créer des occasions. Ça ne peut plus être lui. Il n'est pas capable de porter une équipe offensivement. Pour moi, tu rajoutes un ailier gauche de qualité. Déjà, si par exemple, un Barcola est plus fort pour moi qu'un Saka. Si tu mets Barcola dans une équipe d'Arsenal, c'est Barcola qui est le meilleur attaquant de cette équipe. Qu'on soit clair, hein, qu'on soit d'accord. Donc, Saka, extrêmement décevant. Le seul truc qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il a tiré des corners qui n'ont jamais trouvé qui n'ont jamais trouvé quelqu'un. Il a tiré des coups francs extérieurs aussi, sinon il a rien fait. Rien fait du tout. Et Saka, c'est l'année qui me montre que ce mec-là n'a pas le niveau pour être le mec qui peut porter offensivement une équipe comme Arsenal. En tout cas, cet Arsenal-là qui prétend à gagner tous les trophées. Alors oui, ils ont gagné la première ligue, c'est très bien. Mais c'est pas grâce à Saka qu'ils l'ont gagné. Tu mets Madueke dans cette équipe-là, c'est limite, ils sont plus forts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont été plus forts quand Madueke est rentré. C'est pas grâce à Saka qu'ils ont gagné cette année. Qu'on soit clair. C'est grâce à leur qualité défensive. Alors oui, Saka a fait le travail défensif. Mais offensivement, pour être une équipe encore plus complète et une équipe qui doit jouer que la culture d'Arsenal demande, parce que là, le jeu de foot que Arsenal propose, c'est anti-Arsenal. Anti-Arsenal. Le jeu proposé en début de saison, déjà, c'était pas très Arsenal, mais c'était quand même beau à voir. Là, c'est complètement de l'anti-Arsenal et de l'anti-football. Et pour moi, il y a deux responsables. Il y en a deux qui sont responsables, c'est Odegaard et Saka, parce que les deux, quand ils reçoivent le ballon, ils font rien avec. Ils font rien avec. Et pour moi, il y a un problème avec ces deux-là. Pour moi, ces deux-là doivent perdre leur statut. Tu ramènes une concurrence directe à Saka pour pouvoir lui faire voir que sa place, même s'il mérite encore pour moi d'être titulaire, sa place de titulaire n'est pas assurée. Vous avez quand même fait face à une équipe du PSG qui a Kvaratskhelia en attaquant gauche et qui a failli perdre sa place face à Barcola ou face à Doué. Voilà, là, la concurrence des ailiers au PSG, elle est complètement saine parce qu'il y a les trois qui peuvent être titulaires. Il y en a trois qui peuvent être titulaires. Et même Dembélé, tu peux le mettre sur le côté si tu as besoin. Et Lee Kang-in peut très bien concurrencer avec Doué. Barcola peut très bien concurrencer avec Doué et Kvaratskhelia. Voilà, donc le vivier d'attaque est bien plus fort au PSG. C'est pour ça qu'on est plus fort. C'est pour ça qu'on est plus fort, en vrai. Euh, Havertz, du coup, qui a fait. Voilà, moi, je vous avais dit sur la vidéo d'avant-match que pour moi, Havertz était un plus gros danger pour une équipe contre une équipe du PSG que contre Arsenal. Ça n'a pas loupé. Havertz a marqué un but magnifique. Et en plus, quand il est sorti et que Gyökeres est rentré, Gyökeres a rien fait. Gyökeres a rien fait du tout.
En soi, c'était pas un match pour Gyökeres. C'est pas forcément que je pense que mon avis sur Gyökeres a descendu parce que c'est un très bon neuf en termes de rôle de neuf, mais un vrai neuf contre le PSG, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut un mec qui touche le ballon face au PSG. Et Gyökeres n'est pas ce mec-là parce que tu vas jamais gagner un duel physique face à Pacho, face à Marquinhos de la tête, voilà, c'est impossible. C'est une très bonne défense en face, hein. Donc voilà, Gyökeres en tant que neuf normal, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et je suis content que moi, à la place d'Arteta, j'aurais mis Havertz. Et il l'a fait. Et pour lui, c'était le bon choix à faire. Et en fait, il fallait pas sortir Havertz. Bon, après, ça, je peux comprendre que tu as envie d'essayer quelque chose de différent. C'est pas forcément un mauvais choix non plus. En plus, Gyökeres est rentré, a mis son penalty. Donc en soi, tu peux pas trop te plaindre. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'était Havertz qui devait débuter. Et c'est Havertz qui a débuté. Donc tant mieux. Par contre, pour moi, c'était Martinelli qui devait débuter face à Trossard. Et alors, vous savez que j'avais pas pensé à Miles Lewis-Kelly pour le milieu de terrain. C'est vrai qu'il devait débuter cette finale pour moi. Et il a bien fait, même s'il a pas fait un très bon match. Euh, pour moi, le milieu de terrain, ça doit être Odegaard, Rice et Eze. Et Eze, quand il est rentré, même s'il a raté son penalty, il a été plus intéressant qu'un Odegaard ou que qui vous voulez en 10. Et pour moi, son rôle c'est 10, donc tu mets Martinelli à droite, à gauche, pardon. Jusqu'à que tu trouves un meilleur attaquant en gauche. Parce que oui, le Arsenal n'a pas de titulaire en attaquant gauche. Arsenal n'a pas de niveau titulaire en attaquant gauche. Ça c'est clair. Et donc ils doivent aller chercher là, ils doivent se débarrasser d'un d'entre eux. Et, euh, et donc voilà. C'est mes ressentis sur les joueurs. Arteta, déçu quand même, parce que oui, alors oui, t'as fait. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de rôles, il y a plein de trucs de ton équipe qui sont admirables. Le travail ensemble, le côté travail ensemble, tout ça. T'as réussi à roder cette équipe. Ça, il n'y a pas de doute. Mais les, le- les, les réactions sur le bord de touche, euh, le manque de classe, le manque d'objectivité sur le terrain, quand tu regardes, ah ouais, toutes les fautes qui sont pas ciblées contre nous, tout ça, euh, franchement, moi ça me plaît pas. C'est toute la saison qu'il a été comme ça, Arteta, moi ça me plaît pas. Euh, Même si j'admire l'entraîneur, j'admire ce qu'il essaye de faire avec Arsenal, j'aime pas le style de jeu. Donc quand t'aimes pas le style de jeu d'une équipe, c'est dur d'aimer l'entraîneur parce que l'entraîneur a aussi une responsabilité de faire jouer son équipe de la manière dont il veut jouer au foot. Au moins, tu vois, Mourinho s'était assumé quand il le faisait. Et Mourinho, pour aller de l'avant, il était bien plus fort qu'Arsenal. Parce que Mourinho restait derrière, oui, mais par contre, quand ils avaient l'occasion de partir en contre, ils le faisaient. Le Real de Mourinho, c'était l'exemple parfait. C'était le Real de contre, c'était le Real de on récupère la balle, ça y est, on part en fusée et on y va. Et pour moi, Arteta fait du harambol, ok, mais fait du harambol qui n'a pas de culture. Il reste de la culture offensive dans le harambol. Le football Simeone, ils savent te piquer au bon moment, ils savent attaquer, ils vont attaquer. Alors que le football d'Arsenal, l'attaque, c'est on fait des longues touches, on fait des coups francs, on fait des 6 mètres loin, on fait des coups francs de derrière le milieu de terrain et on met une tête. C'est Stoke City, c'est les années 90, c'est moche. C'est moche. C'est plus moche que le football d'Enrique, le football de Simeone pour moi, le football d'Arteta cette année. J'ai espoir que maintenant qu'ils ont gagné un titre et qu'ils ont fait une bonne saison, Arsenal va développer son football offensif. Je pense que Arteta s'est dit cette année, ce qu'on doit faire déjà, c'est gérer notre défense. Et dès qu'on aura géré notre défense, on pourra attaquer l'attaque. Et en soi, c'est pas con, hein, de faire comme ça, de jouer comme ça. Maintenant, il sait où il doit travailler. En soi, je pense que s'il est intelligent, il va pas se dire ouais, on est passé à rien de gagner la Ligue des Champions à un penalty près. Il va se dire, vu l'effectif que j'ai, je suis capable de gagner contre le PSG si je travaille sur le football offensif. Et ils en sont capables. Ils en sont capables.
s'ils travaillent leur football offensif, vu que leur défense est tellement rodée, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Ils peuvent vraiment, vraiment faire quelque chose. Ils peuvent vraiment battre une équipe comme le PSG. Ils peuvent vraiment le faire. Mais dans ce cas-là, il faut que tu continues à attaquer alors que t'es déjà à 1-0 à 5 minutes. Il faut que tu continues à attaquer. Alors, pas de manière hyper risquée. Le PSG a une belle balance de ça, tu vois déjà. Mais tu as des défenseurs rapides en défense centrale qui peuvent couvrir les profondeurs. Saliba, il est super rapide. Gabriel, il me semble qu'il est rapide aussi. Tu n'es pas, même si tu peux prendre plus de buts avec une approche plus offensive, t'as des mecs incroyables en défense. Donc il y a une autre balance. Pour moi le milieu entre offensif et défensif que cette équipe d'Arsenal peut atteindre pour pouvoir jouer à son meilleur niveau, il est plus dans l'offensif que ce qu'ils ont montré cette année. Et plus dans le défensif peut-être que ce qu'ils ont montré dans les années passées. Je pense que Arsenal et Arteta est capable de trouver le juste milieu pour, pour cette équipe-là. Bon, ça fait déjà 50 minutes que je tourne sur cette vidéo. Ça fait 1h30 que je suis devant la caméra de suite. J'ai beaucoup trop à dire. Voilà, c'est mes ressentis sur la finale de la Ligue des Champions à froid. Un peu plus à froid, après avoir vu les réactions des réseaux. Euh, c'est mon analyse. Je pense que cette finale, j'en parlerai peut-être encore, mais je pense avoir tout dit là-dessus. Je pense que si je parle du PSG maintenant, ça va plus être pour parler euh, de la réussite du projet plutôt qu'autre chose, et la réussite des joueurs plutôt que la finale en elle-même. Parce qu'en soi, malheureusement, cette finale n'était pas très très excitante, même si tactiquement c'était très intéressant. Et on a vraiment pu voir où Arsenal peut travailler pour être encore plus fort l'année prochaine. Euh, mais, euh, mais le PSG est la meilleure équipe du monde et je suis encore super content qu'il l'ait prouvé. Donc voilà, c'est mon ressenti sur les performances individuelles sur cette finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes là. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Sans doute pour parler soit du Ballon d'Or, soit de la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Allez, à la prochaine les mecs.